Bonjour et bienvenue à la revue hebdomadaire de Québec Nouvelle. Donc ce soir, vous avez sûrement vu ça, hein, ça fait un an que la guerre en Ukraine est commencée, ou plutôt que l'opération spéciale russe est commencée, parce qu'on le sait que le conflit avait commencé un peu en 2014, hein, suite à la révolution sur la place Maïdan. Mais bon, disons, le passage à une guerre vraiment plus affirmée là, entre l'Ukraine et la Russie a vraiment démarré il y a un an. Donc on va aller voir un petit peu hein, l'état des lieux par rapport à ça. Ensuite, on va aller voir Trudeau et la Chine. Bon, j'ai l'impression de me répéter, là, à chaque semaine j'en parle. Mais il faut en parler parce qu'il y a tout le temps de nouveaux éléments et de nouveaux éléments que je vous admettrais pratiquement de plus en plus choquants là, dans toute cette histoire-là. Le SCRS là, a confirmé qu'il avait averti Trudeau des ingérences, non seulement en 2019, mais aussi en 2021 dans nos élections. Et le gouvernement Trudeau a essentiellement rien fait. Donc, on va aller voir un petit peu qu'est-ce qu'ils en disent. Sinon, en troisième partie, on va aller voir C18. Google proteste. Donc, je vous ai parlé à quelques reprises de C18 en complément de la loi C11. Donc, la loi C11, je vous rafraîchis la mémoire, qui est cette loi qui vise à subordonner hein, Internet aux normes du CRTC. Souvent, je parlais de C18 qui est un petit peu dans le même pas la même optique, mais qui est complémentaire, c'est-à-dire que là, le C18, c'est pour la monétisation du web, pour revoir comment que le web est monétisé et pour le gouvernement Trudeau veut forcer les grandes plateformes comme Google et Facebook, etc., à payer, dans le fond, les médias canadiens qui vont publier leur contenu en ligne. Donc, évidemment, considérant que la majorité de l'argent que Google fait, bon, c'est avec les publicités et tout, et qui ont déjà, en quelque sorte, leur modèle d'affaires, Google n'est pas très content là, que le gouvernement Trudeau essaie de s'ingérer dans la monétisation, comment il gère la monétisation sur le web. Donc, ça crée, c'est ça, de la protestation. Et là, Google fait ça et fait un test où il dit qu'il va bloquer des nouvelles pour moins de 4% des Canadiens. Donc, on voit, il dit que c'est un test pour tester comment la loi pourrait être appliquée. Mais on comprend qu'il y a une espèce de forme de protestation derrière. Hein, c'est pour démontrer quel impact que cette loi-là pourrait avoir sur les Canadiens, sur leur contenu Internet et pour un peu les faire réagir pour qu'éventuellement, peut-être qu'on puisse bloquer cette loi-là. Sinon, hein, Chemin Roxham, même chose, j'ai l'impression d'en parler à chaque semaine, mais bon, encore une fois, hein, c'est le genre de sujet qui stagne, mais qui tout le temps des nouveaux éléments. Là, Poilievre va demander à ce que le chemin soit fermé. Je ne sais pas si vous avez vu les graphiques aussi passer dans les derniers temps. Là. Je pense qu'on en a accepté comme 39 000 dans les dernières années. Puis c'est des peanuts pour le reste des provinces. Là. C'est comme en bas de quelques centaines. Là. Même des fois, je pense que ça se compte en dizaines. Donc c'est ahurissant là, comment le Québec en ce moment, c'est lui qui mange la claque dans le domaine. Et bon, c'est ça, Poilievre va demander à le fermer et le gouvernement Trudeau a répliqué par rapport à ça, a traité ça de simpliste. Donc, on va aller voir un petit peu c'est quoi les arguments autour de ça. Sinon, pour finir, juste un petit retour, juste quelques réflexions par rapport à la culture au Québec, parce qu'on le sait, bon, cette semaine, hein, TVA a annoncé qu'il devait renvoyer 200 journalistes. Il y en a beaucoup qui ont célébré, hein, parce que, bon, on le sait, le journalisme hein, est devenu un sujet de beaucoup de controverses dans les derniers temps, avec la crise du COVID, avec beaucoup d'enjeux de ce genre-là. Et là, il y a du monde qui célébrait ça, mais en même temps, comme Anthony Tremblay il a écrit un article sur nos pages là, de Québec Nouvelle, qui est devenu très populaire. C'est pour ça que j'en parle, là, parce que où il faisait cette réflexion-là, qui disait c'est bien beau là, de se réjouir sur TVA, mais c'est quand même symptomatique d'un problème dans la culture québécoise. Là. Si nos fleurons comme ça font juste s'affaisser, puis qu'au bout du compte, c'est ça, il y a un problème avec la culture. Donc on va aller retourner voir ça à la fin de cette émission. Donc, le conflit en Ukraine, pour commencer. Donc, j'ai pas besoin de vous faire tout le portrait. Vous avez vu ça aller depuis quelques temps. Je commencerai en disant qu'il y a quelque chose de particulier avec la guerre en Ukraine. Et je vous ai déjà parlé du fait que j'avais l'impression que du jour au lendemain, là, on parlait de COVID et maintenant c'était rendu l'Ukraine. Il y a une affaire qui ressemble un peu justement aux deux situations là-dedans. C'est le fait que j'ai l'impression qu'il y a un très gros décalage entre la couverture médiatique et la couverture, disons, officielle hein, de tous les gouvernements occidentaux en ce moment sur la question par rapport à quand tu regardes les sections commentaires, ce que les gens pensent, hein, c'est quoi les débats en tant que tels, j'ai l'impression que c'est
c'est pas tout noir ou blanc, là. Il y a pas mal de débats là-dedans. Et il y a un décalage énorme entre les médias et ce que les gens disent. Bon, un bon exemple de ça, justement, c'est hier, Pierre Poilievre, le chef du Parti conservateur fédéral, a fait un commentaire qui sonne là, le plus officiel possible. C'est vraiment une position du parti officiel, hein, et pas trop recherché, juste on soutient l'Ukraine, le Canada devrait se tenir toujours du côté de la liberté et de la démocratie. De quoi qui est attendu de n'importe quel parti politique. Et quand tu regardes la section commentaires, il se fait tout à fait ramasser. Donc, on va aller voir ça. Donc, on voit ici, 1 year ago today, Russian aggression took on a new form of evil with an unprovoked invasion of Ukraine. Throughout this war, we've seen the unshakable resilience of the Ukrainian people. Canada must always stand for freedom and democracy in the face of evil tyrants. Bon, essentiellement, vous avez compris le message. Hein, il dit qu'il y a eu une agression ukrainienne qui était pas provoquée à la base. Durant toute cette guerre, on a vu la résilience exemplaire du peuple ukrainien. Le Canada doit toujours se tenir pour la liberté, la démocratie face aux tyrans les plus vils. Bon. Mais c'est ça, comme je dis, bon, c'était tout à fait attendu. Hein, c'est le genre de discours qui est très, très carré, très dans les normes, ce qui est attendu de n'importe quel chef d'État. Mais là, quand tu regardes les sections commentaires, hein, c'est beaucoup plus c'est beaucoup plus nuancé. Ben, disons nuancé, ce que je veux dire, c'est que c'est plus controversé que ce que ça en a l'air. Bon, on a Viva Frey ici qui écrit Justin Trudeau apparently took over Pierre's Twitter account. On va dire Justin Trudeau, apparemment Justin Trudeau a pris le contrôle du Twitter de Pierre Poilievre. Et non, ils font des blagues sur Fidel Castro, hein, le classique sur le fait que Trudeau serait un fils à Fidel Castro. Sinon, bon, on a Nina Byzantina ici, an opposition candidate who sounds exactly like the party in power. How about some accountability, Canada? Donc ici, on dit un parti de l'opposition qui sonne exactement comme le parti au pouvoir. Est-ce qu'on pourrait pas justement plus essayer d'aller gratter, remettre en cause pour s'assurer que on fasse la bonne chose? Bon, alors vous voyez un petit peu le portrait. Mais dans tous les cas, ce que ça nous indique, c'est qu'un peu comme je disais, je trouve qu'il y a un décalage entre ce que les médias disent et ce que les gens pensent. Et là, le problème, c'est que quand tu regardes justement ce genre de débat-là, ben, j'ai l'impression que le monde, il tombe vraiment, là, soit c'est noir ou blanc. Soit ils vont être complètement pro-Poutine, dire l'OTAN s'est trop approché de la Russie. Et bon, ils vont justifier, hein, à tout prix. Bon, ils vont dire qu'il y a des ingérences. Là, ils vont revenir avec la Hunter Biden, là, son laptop, hein, le fait qu'il travaillait avec Burisma, les intérêts gaziers. Bon, il y a une panoplie de choses qui vont dire qu'au bout du compte, c'est les Occidentaux, les vilains impérialistes qui sont aux portes de la Russie et que la Russie est tout à fait justifiée là-dedans. Et à l'inverse, on va voir l'autre position qui est tout aussi déraisonnable, où ça va être, bon, Poutine est la réincarnation d'Hitler, il n'y a rien à faire là, c'est vraiment juste une agression, et après ça, il va aller chercher les pays baltes, la Pologne, il va se mettre envers le monde entier, il fait des menaces nucléaires, c'est un débile, il a perdu la tête, il faut à tout prix mettre fin à ça. Donc vous voyez, noir ou blanc, aucune nuance, alors que c'est ça, c'est plus nuancé. Je ne vais pas faire vraiment tout l'historique là, du conflit. Disons, on pourrait retourner au Moyen-Âge. Hein, l'Ukraine, c'est le berceau originel de la Russie. On l'appelle la Russie kievienne, avant qu'il se fasse envahir par les Mongols et qu'après la Russie renaisse autour de Moscou. Bon, on pourrait faire un portrait énorme de à quel point l'histoire de l'Ukraine et de la Russie est interreliée. On pourrait retourner aussi à Catherine de Russie. On pourrait retourner... Bon, je ne ferai pas ça aujourd'hui. Le fait est par contre que, bon, faut se rappeler qu'il y a des minorités russophones à l'est de l'Ukraine et que, bon, ils se sentaient opprimés par le régime de Kiev. Et, bon, on peut comprendre en quoi il peut y avoir plus de solidarité entre les Russes et les russophones d'Ukraine qu'entre les russophones et les Ukrainiens parlant ukrainien. Mais bon, mon but n'est pas de revenir là-dedans, mais je crois qu'une bonne manière, peut-être, là, après un an, d'analyser la situation d'une manière plus raisonnable, là, sans tomber dans toutes ces exagérations-là, ce serait peut-être de le diviser en 3 sujets. C'est-à-dire, de un, hein, le côté plus diplomatique, général, plus diplomatique, et j'inclus là-dedans droit international, vraiment, tu sais, interaction entre les grandes puissances, géopolitique, diplomatique, etc. En second lieu, j'inclurais point de vue militaire, c'est-à-dire c'est bien beau la diplomatie, c'est bien beau d'être d'un bord ou de l'autre, mais il faut aussi être réaliste et prendre en considération, d'un point de vue militaire, on est où exactement? Parce que des fois, j'ai l'impression aussi que notre désir que l'Ukraine gagne fait en sorte que parfois,
les affirmations ne suivent pas exactement la réalité sur le terrain. Donc, il y a la réalité militaire aussi sur le terrain. C'est bien beau de vouloir qu'une partie gagne contre l'autre, mais s'il n'y a pas la capacité, je veux dire, la guerre, ça se déroule sur un champ de bataille, right? Donc, en deuxième cas, ça serait militaire et en troisième cas, ça serait énergétique parce qu'on l'a vu, bon, cette guerre-là a occasionné une crise énergétique en Europe. Il y a beaucoup de problématiques reliées à ça, beaucoup de pipelines qui passent par l'Ukraine. Bon, la relation avec la Russie, Gazprom. Donc, ça a créé une crise qui, éventuellement, va falloir qu'on se penche là-dessus parce que là, c'est par rapport à la guerre en Ukraine, mais ça nous indique aussi beaucoup de dynamiques qui pourraient revenir pour plein d'autres sujets. Juste, je pense à ça, juste vite de même. Mais là, on est en train de vouloir tout électrifier. La majorité des minéraux pour créer une voiture électrique viennent en ce moment de Chine. Donc, c'est sûr que là, est-ce qu'on est en train de se débarrasser des hydrocarbures pour aller se renchaîner sur la Chine? Et éventuellement, si la Chine fait une guerre, est-ce qu'il va falloir qu'on bloque tout puis là, on ne pourra plus faire nos voitures? Donc, vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est ça. Là, je crois que la guerre en Ukraine, il faudrait la diviser en trois cas, là, diplomatique, géostratégique, etc., militaire et en dernier, énergétique. Donc, en premier lieu, moi, je vous le cacherai pas, je trouve que sur toute la ligne, bon, on le sait, hein, la guerre, pas mal tout le monde est perdant là-dedans, toujours. Mais d'autant plus que, tu sais, moi, je vous le cacherai pas, là, ça fait des années, même avant cette guerre-là, ça faisait des années que je le disais, il va falloir un jour qu'on finisse par s'entendre avec la Russie, qu'on signe une vraie paix définitive. Parce que, bon, moi, je suis né en 90, hein, je suis né en même temps que la chute du mur. Je veux dire, ça a été une belle période, là, on va se le dire, les années 90-2000, hein, l'ouverture du monde, etc. Mais ultimement, c'est comme un petit peu une épée de Damoclès qui était au-dessus de nos têtes. Le fait qu'on n'a jamais vraiment fait la paix avec la Russie. Hein. C'était juste temporaire. La Russie l'URSS s'est écroulée et bon, on s'en est lavé les mains. Et bien maintenant que la Russie a repris de ses forces, mais là on se retrouve avec le même problème qu'on avait avant. Donc moi j'ai toujours dit, depuis des années, je disais il va falloir qu'on trouve une manière de s'entendre avec la Russie, de faire une vraie paix. C'est un peuple qui, civilisationnellement parlant, nous ressemble beaucoup. C'est un peuple chrétien. Hein, c'est les héritiers de l'Empire romain d'Orient. On est un petit peu les héritiers de l'Empire d'Occident. Donc, dans tous les cas, j'ai toujours considéré qu'il fallait qu'on s'en rapproche. D'autant plus que la principale menace est devenue la Chine. Et d'un point de vue géopolitique, si tu te mets à dos la Russie et la Chine, ainsi que d'autres puissances, disons, en Eurasie, là, tu es en train de consolider justement une espèce de bloc eurasien, là. Donc, juste pour vous montrer un petit peu là, une image de ce que je veux dire par là. Bon, on a l'Europe ici, hein, on a ici l'Ukraine, ici la Russie, ici la Chine. Donc, quand je parle d'un bloc eurasiatique, et en fait, c'est pas mon expression à moi, c'est littéralement des penseurs dans la société russe qui se sont mis à avoir cette idée-là, comme quoi la Russie qui était non pas seulement européenne, mais était un pays eurasiatique, et donc que son avenir était ancré en quelque sorte autant en Asie qu'en Europe, et que c'était dans cette espèce de perspective-là de devenir un empire sur deux continents comme ça, qui allait propulser sa puissance dans le nouveau millénaire, et que ce faisant, ça fait en sorte que peut-être qu'il aurait des intérêts plus complémentaires avec des peuples d'Asie qu'avec des peuples d'Europe. Et donc quand je dis ça scelle un espace eurasiatique, c'est que, bon, on a déjà, la Russie, il faut le comprendre, là, c'est un pays qui est enclavé. Hein. Bon, il y a un accès sur la Baltique ici, mais évidemment, bon, c'est bloqué par le Danemark, etc. Ici, c'est beaucoup trop arctique. Ici, bon, dans la mer Noire, ils sont bloqués par les détroits à Istanbul. Donc, tu sais, leur accès direct à la mer, c'est Vladivostok qui est à des milliers de kilomètres de leur capitale. Donc, c'est un pays qui est fondamentalement enclavé. Et évidemment, bon, aller rechercher l'Ukraine ici, c'est pour encore plus briser leur enclavement parce qu'en perdant l'Ukraine, ils ont perdu les ports principaux ici et ils se retrouvent avec juste Sochi, qui est une petite ville côtière. Hein. C'est pas nécessairement là que peut transiter beaucoup disons de ressources ou disons du commerce là, en gros. Là. C'est pas nécessairement par là que ça peut passer. Donc, l'idée d'aller rechercher la Crimée et d'aller rechercher des territoires en Ukraine était d'aller rechercher justement cette espèce de capacité de projection de puissance dans la mer Noire. Mais bon, là, je m'écarte un peu, mais le fait est que quand je dis que ça scelle un bloc eurasiatique, c'est que là, si on est en problème avec la Chine ici, avec la Russie ici, ben là, on s'entend, hein, on n'a pas des très bonnes relations avec l'Iran non plus. Ici, c'est complètement scellé avec l'Himalaya. Donc, on se retrouve, oui, effectivement, avec, disons, une Russie, l'Iran,
La Chine, comme ça, on est en train de sceller un immense espace continental, recréer en quelque sorte. Hein, avant, il y avait le bloc soviétique et le bloc de l'Ouest. Mais maintenant, c'est comme si on est en train de recréer un bloc eurasiatique et un bloc occidental. Et ça fait en sorte que ça peut créer une superpuissance qui va être absolument impossible à contrer pour n'importe quelle puissance occidentale. D'autant plus que le gros projet de route de la soie de la Chine va revitaliser toutes les régions ici centra-asiatiques et donc créer beaucoup d'opportunités d'affaires autant pour la Russie que la Chine, etc. Bon, tout ça pour dire que, essentiellement, ma position a toujours été de dire on est mieux de s'entendre avec la Russie parce que, à l'inverse, si on s'entend avec la Russie, au lieu de sceller un espace continental eurasiatique comme ça, on scellerait l'hémisphère nord. Il n'y aurait plus aucun ennemi au nord. Et essentiellement, on serait protégé pas mal partout sur le globe. Donc ça, c'est ma position à moi depuis des années, mais ça a beaucoup changé dans les derniers temps, c'est sûr, parce que, c'est ça, la situation nous y force. Mais essentiellement, c'est ça, c'est que je déplore en quelque sorte qu'on ait juste laissé ça dégénérer, c'est notre relation avec la Russie, jusqu'à nous recréer en quelque sorte une nouvelle guerre froide. Donc on est en train de retourner dans des dynamiques de guerre froide. Et bon, c'est pas que je suis pro-Poutine, c'est pas une prise de position là, comme ça, c'est juste une question de quand tu regardes le globe en entier, je trouve que ça aurait été plus bénéfique. Mais bon, comme je vous dis, là, ça a tellement changé que là, ça c'est complètement en dehors du portrait. C'est sûr et certain qu'on ne pourra pas faire d'alliance ou de vraiment réchauffer nos relations avec la Russie. C'est très certain aussi que un acte d'agression comme ça, même si on peut argumenter qu'il y a des raisons pourquoi la Russie voulait porter assistance aux populations russophones en Ukraine, ça reste tout de même une violation des frontières internationales. Selon le droit international, je veux dire, la Russie n'a aucune excuse, c'est inadmissible. Et donc, bon, on est un petit peu pris, on n'a pas le choix. La Russie doit avoir des conséquences et tout. Par contre, je me questionne encore sur est-ce qu'on devrait être jusqu'au boutiste à ce point-là et vraiment nous impliquer autant militairement de la sorte. Je veux dire, on n'a pas de bottes sur le terrain, là, mais d'envoyer des chars d'assaut, de vraiment aller jusqu'au bout dans une dynamique où c'est soit l'Ukraine gagne et vraiment on va jusqu'au bout là-dedans. Et là même on parle de guerre nucléaire et tout. Est-ce qu'on veut vraiment démarrer une troisième guerre mondiale au sujet de l'Ukraine? Je pense pas. Et je pense pas non plus que, disons, si la Russie réussissait à prendre l'Ukraine, elle se mettrait à envahir le reste de l'Europe. Là. C'est déjà assez difficile en Ukraine, ça lui a prouvé que c'est difficile. Je pense pas que ça serait vraiment vers là que ça s'enlignerait. Je pense, personnellement, là, je pense que la partition serait la meilleure manière. Je pense que peut-être qu'on devrait commencer à avoir peut-être une voie vers la médiation, plus une voie pour l'arbitrage, disons, du conflit, pour essayer de trouver une porte de sortie. Parce que clairement, je pense pas que ce soit une bonne chose là, si l'OTAN et la Russie commencent à se taper dessus pour vrai. Là. Je pense qu'il n'y a personne qui veut ça. Et c'est ça. Donc, je veux juste dire que je pense que l'option jusqu'au boutiste, c'est le fait de voir Poutine comme un Hitler et qu'il faut à tout prix le vaincre. Je pense que ça fait en sorte que ça nous emmène dans une dynamique guerrière assez dramatique. Et ça m'amène justement sur, je vous avais dit, on divise le sujet en trois parties. Donc, sur la partie militaire, l'aspect militaire de la chose. Je vous dirais, rarement je vois des reportages qui traitent de la situation d'une manière très honnête. On nous dit souvent, la Russie a rempli aucun de ses objectifs, la Russie est enlisée, la Russie perd des hommes, etc. Sur les pertes d'hommes. Il y a une bataille de chiffres, mais l'Ukraine a perdu pas mal plus d'hommes que la Russie en a perdu. Là. Et quand tu regardes ce qui se passe sur le terrain, clairement, il y a beaucoup d'intervenants qui ont dit que l'Ukraine perd la guerre en ce moment. C'est sûr qu'elle ne perd pas, disons, aussi drastiquement que ça aurait été le cas. La Russie aurait voulu que ce soit plus rapide, mais le fait est que la Russie, elle, ne reçoit pas de matériel de personne. La raison pourquoi l'Ukraine est capable de résister en ce moment, c'est parce qu'on y envoie des armes. Donc l'issue de la guerre est déterminée par nous, pas par l'Ukraine. Je veux rien enlever aux Ukrainiens, là, ils se battent sur le terrain, mais ce que je veux dire par là, c'est que la guerre, ils la perdraient s'il n'y avait pas l'apport d'armes qu'on leur amène. Et c'est ça. Récemment aussi, je tiens à rappeler que récemment, les médias disaient l'issue de la guerre va se décider à Bakhmut. Ils disaient celui qui va remporter Bakhmut, c'est lui qui va gagner la guerre. Là, dans les derniers jours,
Bakhmut est sur le point d'être encerclé par l'armée russe, là. Et pourtant, ce qu'on entend des médias en ce moment, c'est d'ici un an, c'est sûr qu'on gagne la guerre, hein, etc. Évidemment, hein, si on reprend, on n'a qu'à retourner à Sun Tzu, hein, lors de la guerre. Évidemment, si tu es dans une position de faiblesse, tu vas toujours essayer de démontrer que tu es plus fort, hein, parce que tu veux pas que ton ennemi t'attaque en position de faiblesse. Donc, tu fais à semblant d'être plus fort que tu l'es. L'inverse est aussi vrai. Si tu es extrêmement puissant, tu veux que ton ennemi croit que tu es moins puissant qu'il le pense pour essayer de le piéger, hein. Donc, si tu parais plus faible que tu l'es réellement, ton ennemi va essayer de t'attaquer et il va se retrouver avec une force qu'il a mal, disons, pensé. Donc, c'est ça. Donc, pour ceux que l'aspect militaire les intéresse plus, justement, j'écoute souvent cette chaîne-là qui est phénoménale. Sérieusement, le gars qui possède cette chaîne-là sur YouTube, c'est phénoménal. Vous irez voir History Legend. Et c'est vraiment là, très en détail, là. C'est pas juste la situation en général. Ce qu'il pense de la guerre, c'est de village. Il suit l'armée de village en village, l'équipement qu'il utilise pour chaque coin de rue. Écoutez, c'est vraiment impressionnant. Donc, vous irez voir ça si vous êtes intéressé par ça. Et c'est justement de lui que je tiens cette information-là, de l'encerclement de Bakhmut actuel. Juste un exemple de ça, donc vous voyez sur la carte. The situation was dramatic for Krasnohora because Ukrainians only had this tiny gap to retreat, just enough space to fit Tom Cruise. Donc là, il est en train de parler en fait des villages autour de Bakhmut qui sont en train d'être pris. Donc, si j'y vais par moi-même, bon, c'est dans l'est ici de l'Ukraine. Et la ville, bon, en fait, la ville de Bakhmut, si vous voyez là en cyrillique, c'est écrit Bakhmut, mais elle s'appelle Artemisk, je sais pas trop, c'est peut-être la version ukrainienne du nom, je sais pas exactement pourquoi c'est pas le même nom, mais Bakhmut est ici. Et donc, il parle ici que c'est Krasnohora et Berkivka qui viennent d'être pris ici par les troupes russes. Donc, il y a une manœuvre ici d'encerclement par les troupes de Wagner. C'est ça, tout ça pour dire que la situation est de plus en plus dramatique à Bakhmut. Et on a dit que Bakhmut déciderait l'issue de la guerre. Et c'est le genre d'information que les médias vont pas vous dire, là. Donc, c'est ça, à prendre en compte que l'aspect militaire de la chose, hein, ce que dit Zelensky, ce que dit Poutine, des deux côtés, ça va être essentiellement de la propagande de guerre. Donc, pour vraiment savoir c'est quoi qui se passe sur le terrain, je trouve que les journalistes en ce moment peut-être grattent pas assez et ont une position strictement pro-Ukraine, alors qu'ils vont pas nécessairement dans les détails autant qu'un simple YouTuber qui fournit une information assez spectaculaire. Vous irez voir sa chaîne. C'est de lui aussi que je tirais mes informations. Je ne sais pas si vous vous rappelez, j'avais fait une vidéo là, autour de Kherson, ici Zaporizhia, hein, avec la centrale nucléaire ici, lors du retrait des troupes russes là, de la rive ouest du Dniepr. Donc c'est ça, bon. Hein. En tout cas, tout ça pour dire, vous irez voir sa chaîne, c'est vraiment, vraiment sur la coche pour ce qui est des analyses militaires de ce qui se passe en Ukraine. Maintenant, pour finir, comme je disais, il y a l'aspect énergétique de ça. Parce que oui, évidemment, c'est bien beau, hein, la guerre, c'est bien beau qui la remporte, etc. Mais ça reste que ça a, que ce soit nos relations diplomatiques autant que nos relations militaires, nos capacités énergétiques, notre approvisionnement, etc., ça a une influence phénoménale sur notre prospérité, sur la stabilité mondiale. Et la guerre en Ukraine nous a démontré d'une manière éloquente, hein, l'impact de ça. Bon, essentiellement, l'Europe s'approvisionnait en gaz russe dans une large proportion. Et là, avec cette guerre-là, il y a les sanctions, là, il y a aussi Nord Stream qui a été saboté. Bon, on pense que c'est peut-être les Américains, mais dans tous les cas, les questions énergétiques sont déterminantes pour la géopolitique. Ça fait en sorte que du moment où on s'approvisionne de sources extérieures comme ça, eh bien, on devient vulnérable justement à des revirements de situation. Je vous rappelle qu'au Québec, on importe 55% de notre énergie. Oui, Hydro-Québec produit 94% de notre électricité, mais pas juste de notre énergie. Notre énergie, en général, en ce moment, on en importe 55%. Donc, le Québec est aussi, en quelque sorte, dépendant de l'extérieur. Et ça fait aussi en sorte qu'il faut aussi penser à ça d'une manière rétroactive. C'est-à-dire que c'est pas seulement que
quand on s'approvisionne, disons, hein, quand l'Europe s'approvisionne aux Russes, du jour au lendemain, elle peut se ramasser où que ces approvisionnements-là sont bloqués et elle doit fermer des usines, fermer des secteurs de l'économie, demander à des citoyens de ne pas faire de lavage en telle et telle heure. On parle du rationnement énergétique, on parle ici de sobriété énergétique aussi depuis quelque temps. C'est pas seulement ça, c'est pas seulement le fait que du jour au lendemain, on peut fermer le robinet. C'est aussi le fait que toutes ces années-là où que l'Europe achetait du gaz aux Russes, ben essentiellement, c'est ce qui paye l'équipement militaire qu'en ce moment la Russie utilise en Ukraine. Comprenez ce que je veux dire? Si vous achetez du gaz, on pourrait dire la même chose de l'Arabie Saoudite au Yémen, là, en achetant du gaz et du pétrole à des pays autoritaires, oppressifs et guerriers, ben on finance leur guerre. Donc, là, on a en ce moment une opportunité, justement, hein, pour le Canada, quand on dit qu'on supporte la liberté hein, et la démocratie, mais qu'en même temps, on refuse d'approvisionner nos alliés qui sont aussi hein, des terres de liberté et de démocratie en Europe, disons, ben, c'est qu'essentiellement, on est en train de faire continuer hein, la dépendance de l'Union européenne au gaz à la Russie. Il y a des pays comme la Bulgarie qui ont renégocié avec Gazprom parce qu'il y aurait eu trop de problèmes s'ils avaient vraiment arrêté d'acheter du gaz russe. Faut le prendre en compte. Là. Il y a des sanctions, mais les achats de gaz naturel hein, en Europe n'ont pas cessé complètement parce que c'était juste pas possible de le faire. Bref, je reviens sur mon point, sur le fait que le Canada aurait une opportunité au-delà d'aider militairement l'Ukraine sur le terrain, le Canada aurait une opportunité de faire tarir les sources de financement de la Russie, essentiellement. Hein? Est-ce que c'est pas mieux de tarir les sources de financement des États autoritaires pour les empêcher d'avoir les capacités d'agir, d'acheter de l'équipement, de l'équipement militaire, etc.? Ou est-ce que c'est légitime de juste acheter du gaz à ces pays-là, puis que là, ils s'arment, ils créent des guerres, et après coup, d'embarquer dans la guerre avec les autres? En tout cas, vous voyez ce que je veux dire? On a une manière de s'assurer que non seulement on est en sécurité d'un point de vue énergétique, qu'on a des sources variées d'approvisionnement, mais qu'en plus de ça, on ne finance pas des pays qui font la guerre. Et comme je vous dis, c'est la même chose avec l'Arabie Saoudite. Il y avait comme une guerre interposée au Yémen entre elle et l'Iran. Et en achetant du gaz, en achetant du pétrole saoudien, bien évidemment, tu finances une guerre. Donc, c'est pour ça que je dis, c'est pas juste sur le coup la nécessité d'être capable de pallier hein, si on ferme le robinet, c'est aussi le fait de ne pas financer des guerres à venir. Parce que là, c'est bien beau l'Ukraine, mais il va en avoir d'autres des guerres. Donc, nécessairement, si on s'approvisionne là-bas, eux, ils font de l'argent. Hein, la majorité, je pense que c'est comme 45% du budget de la Russie vient du pétrole et du gaz. Donc, c'est pour ça que je dis, c'est significatif là, sur leur budget. Et là, ça me ramène aussi ce que je vous ai dit en introduction, hein, la Chine. Dans le fond, si on fait une transition énergétique, là, la majorité des minéraux qu'on a besoin pour faire une voiture électrique, c'est la Chine en ce moment qui a un peu le monopole là-dessus. Donc là, on est en train de se remettre en problème avec ça et là, on est en train de financer la future invasion de Taïwan, là, si on regarde ça comme ça. Donc, c'est pour ça que je dis, il faut prendre en compte la réalité énergétique. Hein, l'énergie, c'est fondamental dans la géopolitique, dans la géostratégie. Et c'est d'ailleurs aussi le sujet d'un reportage qui a été fait par Second Street, qui est une organisation là, de l'Ouest canadien, je ne sais pas exactement où, mais qui a fait justement un reportage Défendre Poutine et qui a essentiellement ce point-là hein, qui dit si on exploitait plus nos ressources à nous, on ne financerait pas justement ce genre de despote-là à l'extérieur. So how is Vladimir Putin paying for the rockets, tanks, drones, and other equipment he's using to inflict pain on the Ukrainian people? In short, he's been selling oil and natural gas to many other countries for years. According to the Paris-based International Energy Agency, almost half of Russia's budget comes from selling natural gas and oil. By chance, I ran into a Ukrainian member of parliament at an international conference in the United States recently. I asked him about this problem, and he thinks that Russia's oil and gas play an even larger part of their budget.
Donc, vous irez voir ça. Je l'ai partagé dans un article que j'ai fait sur Québec Nouvelle. Donc, vous verrez, je l'ai intitulé l'article Définancer Poutine. Donc, vous pouvez aller voir ça. J'ai essayé aussi, bon, c'est en anglais, mais la traduction automatique des commentaires, habituellement, des fois, ça ne marche pas très bien. Mais dans ce cas-ci, l'élocution est quand même assez bonne. Donc, ça marche dans la majorité des cas. Donc, vous pouvez l'écouter aussi avec la traduction en français en dessous. Bon, soyez sur vos gardes. Des fois, il y a des mots qui peut-être ne seront pas traduits de la bonne manière. Mais très bon documentaire. Vous pouvez aller voir ça. Soit sur Québec Nouvelle ou soit sur le site de Second Street. Bon, maintenant, Trudeau et la Chine. Bon, je vais essayer de faire un peu plus vite. J'ai pris 25 minutes là, sur l'Ukraine. D'habitude, j'essaie d'aller plus vite. En même temps, bon, ça fait un an, donc c'était correct, je pense, de faire un gros exposé de la sorte. Bon, par rapport à Trudeau, la Chine, on l'a vu la semaine dernière, le CRS a confirmé que la Chine était intervenue dans nos élections en 2019 et 2021. Mais là, les nouveaux développements, c'est que là, il y a une pression qui monte. Les gens veulent une commission d'enquête. Ils veulent savoir c'est quoi exactement qui s'est passé avec ça. Et c'est surtout la réponse du gouvernement Trudeau et de quelques-uns de ses députés qui est assez choquante. Là, parce qu'ils disent que ce que les conservateurs essayent de faire en leur demandant des comptes sur cette question-là, c'est une manœuvre à la Trump. C'est une stratégie à la Trump pour contester les élections. De un, les conservateurs n'ont pas contesté les élections par rapport à ça. Ils ont juste dit qu'il y a un problème si la Chine s'ingère dans nos élections. C'est un problème majeur, d'autant plus qu'on a vu les stations de police. Il y a toujours toutes ces espèces d'ingérences-là de la Chine sur notre territoire qui sont tout à fait inacceptables. Juste à la base, c'est inacceptable. OK? Donc, ça nécessite une commission d'enquête. Donc, il n'y a pas une remise en question des élections là-dessus. Je ne sais pas s'il y a certains députés qui devraient avoir des recomptages ou si ou ça. Justement, ça serait le genre de truc qu'une commission d'enquête pourrait lever le voile là-dessus. Le fait est que le but n'est pas de contester l'élection. Mais même, j'irais plus loin là, sur la comparaison avec Trump. On se rappelle que Trump conteste l'élection en disant que c'est les démocrates qui ont fait de la fraude aux élections. Il n'a jamais parlé de puissance étrangère. Là. Par contre, ça me fait penser un petit peu à l'argument que les démocrates disaient durant tout le mandat de Trump où ils disaient que c'était la Russie qui était intervenue. Si vraiment les libéraux veulent faire des comparaisons, qu'ils fassent les bonnes. Parce que c'est clairement pas le camp Trump qui parlait de puissance étrangère. C'est les démocrates. Il y a même eu des commissions d'enquête, la commission Mueller, etc. Donc, je suis pas en train de dire que c'est une comparaison de toute façon qui est justifiée. Je suis juste en train de dire si vous voulez faire des comparaisons, au moins faites-en des bonnes. Tu sais. Donc, c'est Jennifer O'Connell, une députée libérale, qui a fait cette affirmation. On écoute ça à l'instant. Time and time again, it's this partisan hack type stuff being thrown around that the prime minister has, closed his eyes. No, he has not. If he closed his eyes to foreign interference, it wouldn't be in mandate. Bon, il n'y avait pas la séquence en tant que telle où elle parle de Trump, mais oui, je suis désolé, mais Trudeau a essayé d'ignorer ça. Bon, je vous en parlais la semaine dernière, mais Trudeau, au début, il disait non, ils m'ont pas informé. Le CRS a dit oui, on t'a informé. Et là, maintenant, son argument, c'est oui, mais ils m'ont dit que ça n'avait pas d'influence sur l'élection. Donc, écoutez, dans tous les cas, je veux dire, l'ingérence d'une superpuissance comme ça dans nos élections, dans notre politique, est un truc à prendre en compte. Et le déni est fort chez les libéraux, là, et d'essayer d'accuser les conservateurs d'un quelconque problème. Disons que c'est extrêmement malhonnête là, de leur part. Donc, c'est ça. C'était juste un petit retour sur cette situation-là. On continue d'essayer de mettre la pression sur le gouvernement Trudeau pour qu'il prenne sa responsabilité là-dedans. C'est tout. Donc, voilà pour ça. Bon, maintenant, C18. Donc, comme je vous disais, je vous ai parlé souvent de C11. C18 est plutôt complémentaire. C11 qui vise à subordonner Internet au CRTC, mais C18 qui vise plus la monétisation en tant que telle, sur la monétisation du contenu sur les grandes plateformes. Donc, juste faire un petit portrait général, c'est qu'essentiellement, en 2021, on rapportait que 80% des revenus publicitaires étaient désormais sur le web. Donc, pensez-y bien, là, ça, ce que ça veut dire, là, c'est que, tu sais, dans le temps, les grands médias, sur la télé, sur les journaux, etc., possédaient la majeure partie des publicités, la majeure partie des profits publicitaires allaient aux grands médias.
Là, avec la révolution Internet, les grands médias se sont retrouvés à se faire drainer absolument tout leur financement et tout ça s'est déplacé sur le web. Donc, c'est un petit peu pour ça aussi, hein, ça amène beaucoup de dynamique. C'est un petit peu pour ça aussi que les grands médias sont autant en guerre, en quelque sorte, contre Internet hein, et la désinformation. Je dis pas qu'il n'y a pas de désinformation sur le web, mais disons qu'ils ont des intérêts à dire qu'il y a de la désinformation sur le web pour essayer de reprendre, en quelque sorte, un peu contrôle sur ce qui s'y passe. Et ça fait en sorte que là, le gouvernement Trudeau met en place cette loi-là où il vise à essayer de forcer Google et Facebook et les grandes plateformes à payer les médias pour leur contenu. Le contenu qu'ils mettent sur les plateformes. Évidemment, Google, lui, ça fait pas son affaire. Hein? C'est sûr que là, c'est comme si on va directement dans les plates-bandes de Google pour lui dire comment gérer son argent et comment il gère la monétisation. Et non seulement ça, les médias qui seraient rémunérés sous cette loi-là, ce sont les médias qui vont être approuvés par l'organisation journalistique qualifiée, c'est-à-dire un autre organisme gouvernemental qui juge si un média est correct ou pas. Donc, on s'entend, les plus petits créateurs, les plus petits médias, etc., ne seront peut-être pas accrédités, n'auront peut-être pas justement, bénéficieront peut-être pas de cette loi-là. Le but est plutôt de s'assurer que nos grands médias qu'on a toujours connus, hein, Radio-Can, etc., demeurent les maîtres absolus de l'information et s'assurent, eux, d'être payés contre la vilaine désinformation web. Donc, ça crée une situation où c'est ça a l'air bon en apparence, hein, parce qu'ils disent c'est pour s'assurer de la fiabilité de l'information, pour s'assurer aussi de la viabilité. Hein, et là, il y a même des députés libéraux et Rodriguez lui-même hein, à la culture qui dit que Google c'est de l'avarice, hein, que Google il veut juste garder son argent et tout, mais au bout du compte, c'est eux qui... Cette loi-là, c'est essentiellement comme si les médias utilisaient l'État pour forcer Google à aller rechercher, à y redonner son argent. Donc les médias, hein, la loi du marché a fait en sorte que les médias ont perdu de grosses quantités de profits. Et là, ils forcent l'État à aller rechercher ces profits-là. C'est essentiellement du vol, on va se le dire. Mais ils ont le beau jeu. Ils présentent ça comme c'est Google qui est mauvais là-dedans. Et Google, on s'entend, ils ont aussi beaucoup de choses à se reprocher. Là. Je ne suis pas en train de dire que Google est un ange là-dedans. Mais le fait est que ils ont le beau jeu en disant on est là pour on veut juste s'assurer de la fiabilité de l'information puis que nos médias sont en santé, mais au bout du compte c'est comme s'ils sont en train de forcer, hein, de soutirer de l'argent à Google pour qu'ils payent les grands médias. Disons que ça va un petit peu à contre-courant de la logique du marché. Et là, c'est ça, Google a fait, il y a quelques jours, il a annoncé qu'il allait faire des tests et qu'il allait bloquer des nouvelles pour moins de 4% de la population canadienne. Donc, je pense que ça va durer 5 semaines. Donc, dans les prochaines semaines, il se pourrait que vous soyez l'un de ces 4%-là qui n'a plus accès à de l'information. Donc, on va se dire, assez troublant, là. Et c'est le but de Google aussi. Parce que Google, son point, c'est de dire, c'est ça que ça va créer, cette loi-là. C'est ça va être ça, la conséquence de cette loi-là. Parce que Google, il dit, si vous nous forcez à leur faire, à les payer pour leur contenu sur le web, on peut ne juste pas présenter leur contenu, tout simplement. Donc là, c'est comme un bras de fer entre Google et le gouvernement. Google qui proteste contre ça. Et, on les comprend aussi. Et, c'est ça. Ils font cette mesure-là. Bon, ils disent que c'est un test pour tester l'applicabilité de la loi. Mais on comprend qu'il y a peut-être un côté un petit peu protestation là-dedans pour choquer le monde, pour démontrer un petit peu ce serait quoi les conséquences de ça. Donc à suivre, un peu comme C11, hein, C18 aussi, c'est fondamental, c'est vraiment important, ça va vraiment modifier et ça va juste... Ces lois-là, essentiellement, font juste donner vraiment beaucoup de pouvoir au gouvernement canadien pour s'ingérer sur Internet. Internet qui était censé être un espèce de Far West, hein, de liberté, maintenant, c'est rendu qu'on aurait notre Internet canadien très, 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 très contrôlé. Hein. On pourrait peut-être plus nommer l'œuvre de Pierre Vallière sur Internet, sinon peut-être qu'on se ramasserait avec démonétisé, avec une portée moins grande, etc. Donc... un outil de censure essentiellement. Hein? L'argent et les algorithmes, hein, la portée, c'est pas mal le nerf de la guerre sur tout ce qui est information sur le web en ce moment. Et si tu donnes le gouvernement les leviers de pouvoir là-dedans, tu te tires dans le pied pas mal. Donc, comme je dis, je suis pas nécessairement juste pro Google et tout. Là. Google aussi, disons qu'ils ont des trucs qui c'est pas mal croche. Mais ça reste que dans ce cas-ci, je pense que Google a raison de protester.
Maintenant, le chemin Roxham, bon, vous avez peut-être vu, Poilievre demandait de le fermer récemment. Et encore une fois, bon, les libéraux, ça a été leur semaine de comeback. Hein. Là, je vous ai parlé de la Chine, le comeback pour dire que c'était une tactique à la Trump, hein, de demander des commissions d'enquête, de demander des comptes aux libéraux là-dessus. Et là, pour Roxham, un peu le même principe. Là, Trudeau a dit à Poilievre, c'est simpliste. En fait, Poilievre a demandé, fermez-le d'ici 30 jours. C'est aussi simple que ça. C'est ce qu'on demande en plus depuis des années. Le Québec, c'est ce qu'il demande. Le Legault, c'est ce qu'il demande. Tout le monde demande à ce qu'il soit fermé et ça a l'air de stagner depuis des années. Ben là, Poilievre, il a dit fermez-le d'ici 30 jours. Tout simple comme ça. Et il l'a dit aussi dans son message, il a dit si on n'a pas de frontières, on n'est pas un pays. Et c'est tout à fait vrai. Je veux dire, un pays a des frontières pas pour rien. C'est pour les protéger, pour s'assurer de son intégrité, pour s'assurer de pouvoir gérer la population. Si les populations font juste se promener au travers des frontières comme ça ne sert pas à grand-chose d'avoir d'État pour essayer de gérer une population qui est aussi changeante. Donc le but, hein, c'est de protéger. Et soit dit en passant, quand les gens disent... Là, il y a plusieurs arguments qui sortent. Là, ce Trudeau a dit c'est une solution simpliste. Parce que là, il se réfère à des experts qui disent ben là, si on ferme ça là, les gens vont juste passer quelques kilomètres plus loin. Hein, ça ne va pas nécessairement fermer la frontière. À ce point-là, il faut quand même le dire. Pendant toute la crise du COVID, on les a fermés les frontières et elles étaient étanches. Donc, on a la preuve tangible et concrète que dans les dernières années, on a fermé la frontière. Donc, on ne peut pas vraiment nous dire c'est impossible de fermer la frontière si on l'a déjà fait pendant 3 ans. Vous me direz, bon, c'était une situation différente. Disons que les migrants peut-être étaient aussi confinés chez eux avec leur masque et tout, à se mettre du purel, mais le fait est que, peut-être que là, vu qu'il n'y a plus de normes, il serait plus porté à migrer, justement, mais le fait est que, la raison pourquoi il ne migrait pas, c'est qu'il savait qu'il allait être refoulé aux frontières. C'est parce que le message était envoyé, là, la frontière est fermée, vas-y pas, ça sert à rien. Ben, le même message pourrait être réenvoyé. Hein. Ça ne prend pas nécessairement le COVID pour fermer une frontière. On peut la fermer. Là. Donc, premier argument, c'est ça. Et là, il y a aussi l'argument qu'on nous sert souvent, que c'est des réfugiés, puis que là, ça serait manquer de cœur que de les accepter, etc. La définition d'un réfugié, là, c'est quelqu'un qui serait en danger de mort dans son pays, qui serait en grand danger pour sa famille, etc. Quelqu'un qui serait en danger dans son pays et qui doit à tout prix quitter. À ce que je sache, les États-Unis sont un pays qui sont considérés comme ça. Vous me direz, oui, habiter dans la rue, il y a plein de situations qui font en sorte que ça peut être dramatique habiter aux États-Unis, mais ça reste un pays qui est considéré comme libre, démocratique et qui a les mêmes normes que nous en matière d'accueil des réfugiés. On n'a aucune frontière commune avec un pays qui remplirait les cases disons, pour créer des réfugiés en tant que tels qui doivent quitter ce pays-là. Les réfugiés qu'on reçoit ici, ils ont traversé plusieurs pays, là. Qui viennent du El Salvador, du Guatemala, qui viennent du fin fond de l'Amérique latine. Il a fallu qu'ils traversent tous les pays d'Amérique centrale, le Mexique, le Canada. Et là, on nous dit que c'est rendu devant la frontière canadienne, que là, ils sont encore au même statut de réfugiés. Ça fait pas vraiment de sens. Et d'ailleurs, l'entente internationale avec les États-Unis, c'est justement ça que ça dit, c'est les réfugiés doivent faire une demande d'asile, de réfugiés, dans le premier pays sûr qu'ils arrivent. Donc là, le fait de nous dire que les gens qui passent par Roxham, c'est des réfugiés et qu'il faut les accueillir parce que sinon on manque de cœur, ne fait aucun sens. Ça fait aucun sens parce qu'ils sont déjà dans un pays sûr qui c'est les États-Unis. Pour les États-Unis, ils ont le beau jeu, c'est une belle manière de nous renvoyer le problème. Mais bref, tout ça pour dire que c'est ça. Il faut resserrer l'entente. Et là, je sais que le Trudeau, il a assez de pression. Je pense que son gouvernement est rendu disposé à le fermer. Il va faire commencer à faire des étapes dans ce sens-là. Et là, il essaie de discuter avec Washington pour justement s'entendre là-dessus. Mais le fait est que de dire que c'est simpliste de le fermer d'ici 30 jours, non, ça ne l'est pas. Non, ça ne l'est pas. Puis les arguments qui sont utilisés sont pas mal boiteux. Là. Donc... j'écris encore parce que j'ai l'impression que ça fait des années qu'on parle de ce chemin-là et on fait absolument rien. C'est comme, tu sais, à un moment donné, c'est bien bon en parler, mais agissez, là, agissez. Comme je vous disais, il y en a comme... J'ai vu une image passer, là, je sais pas à quel point c'est vérifié, là, mais on a accepté comme 40 000, puis les autres provinces en ont accepté même pas des centaines. Ça fait aucun... Genre... Si tu veux vraiment simuler une espèce de complotisme qui vise à dire que le Canada anglais essaie de noyer le Québec dans de l'immigration, je veux dire, les chiffres sont là. Je dis pas que c'est nécessairement comme prémédité, mais si vraiment tu veux faire continuer à alimenter cette idée-là dans la population québécoise, fais rien par rapport à Roxham, puis c'est sûr que ça va rentrer dans la tête des Québécois. Donc, bref, tout ça pour dire que
il y a peut-être une volonté là, de le fermer. Et les libéraux font encore preuve une fois de malhonnêteté à l'égard des propos de Poilièvre. Donc maintenant, comme je disais, hein, Culture au Québec, je parle un petit peu, je fais un lien avec TVA, parce que vous avez vu dans la dernière semaine, 240 postes ont été abolis à TVA, donc une bonne partie des journalistes, même Bécomo a perdu son seul journaliste sur le territoire. Donc des grosses coupures qui démontrent encore une fois un petit peu ce que je disais par rapport à toute la fuite des profits vers Internet. Il y a une révolution qui s'opère en ce moment dans le monde des médias et clairement les médias en ce moment en arrachent. Ils ont perdu la majorité de leurs profits qui venaient de la publicité. Donc, c'est ça, c'est un climat qui fait en sorte que la rentabilité des médias, du journalisme en général, est sérieusement remis en question. Un problème que ça cause, ça, je ne ferai pas tout le portrait, mais un problème que ça cause, c'est qu'au bout du compte, les grands médias se mettent à juste relayer, dans le fond, des articles qui viennent de grandes agences de presse, style Reuters, Agence France Presse, etc. Tu sais, des articles. C'est comme des grandes agences qui produisent des articles là, pour du contenu pour l'international, etc. Et que les médias locaux d'un peu partout peuvent juste réutiliser ça, publier ça sur leur page, et plus besoin d'engager de journalistes, plus besoin d'engager non plus de reporters à l'étranger. Donc, c'est ça. On essaie de s'adapter et tout. Et là, vous l'avez vu, avec cette annonce-là que TVA renvoyait du monde, j'en ai pas vu beaucoup qui pleuraient de ça. Il y a beaucoup de gens qui ont une dent contre TVA, particulièrement de la manière qu'ils ont géré, leur couverture de la pandémie et des non-vaccinés. Beaucoup de gens ont encore vraiment une grosse rancune contre le média, se sont sentis lésés dans ce traitement-là. Et ça fait en sorte qu'ils se réjouissaient que TVA perde des postes. Maintenant, ça fait aussi en sorte que d'un autre côté, c'est bien beau, c'est bien beau célébrer le fait qu'un média qu'on aime moins perde des postes, mais c'est quand même aussi au-delà de l'aspect général que les médias en arrachent ces temps-ci partout sur Terre. Il y a aussi l'aspect que, tu sais, au Québec, ça fait quand même en sorte aussi qu'il faut se poser une question sur l'état de la culture au Québec, dans le sens où on parle du déclin du français, là on ferme des postes chez Québécois. Tu sais, tout est lié là-dedans. Tout est lié. Et c'est sûr que à partir du moment où on perd comme des fleurons québécois comme ça, peu importe comment on jugeait son travail, tu sais, tout ce que ça fait, c'est qu'au bout du compte, les gens vont finir par s'en aller plus sur Internet, écouter leurs nouvelles sur Internet, qui va être plus en anglais. Et tout ça participe d'une espèce de cercle vicieux où plus la culture décline, plus on trouve la culture où les plateaux TV ou tout le kit au Québec désagréable, et on se dit ça pourrait bien, on pourrait bien tout définancer ça, mais là ça fait en sorte que la culture québécoise se porte pas bien, et là c'est ça entraîne un cercle vicieux où ça mène ultimement au déclin du Québec et du français, tu sais. Alors, je suis pas en train de dire il faut sauver TVA et tout, mais ce que je veux dire, c'est que j'essaie de reprendre un petit peu le concept que Anthony Tremblay a écrit, parce que son article est devenu plutôt viral là, sur nos pages à Québec Nouvelle. Sur ça, sur le fait que il dit oui, au-delà de ça, il faut prendre un petit peu du recul puis se demander qu'est-ce qui se passe avec la culture québécoise, parce que c'est vrai que quand tu regardes ça, il y a beaucoup de signes qui démontrent que c'est un peu en déclin, et ça, c'est le genre de symptômes qu'on voit de ça. J'ai fait des commentaires là-dessus, ça n'a pas été très très apprécié, mais tu sais, quand tu regardes là, il recommence la petite vie, et etc., etc. Est-ce que ça peut vraiment compétitionner avec la culture globale qui est en train de s'établir sur le web? C'est des questions qu'il faut tout de même se poser. Alors, au-delà de une espèce de sentiment de protéger à tout prix le Québec, peu importe quand il fait pas bien ou quand il fait mal, il faut se pencher sur la question puis voir comment le Québec peut se sortir de cette espèce de marasme, de stagnation culturelle. Parce que c'est bien beau de mettre des lois sur la protection du français, mais si au bout du compte, on se ramasse avec plus de postes de télé, plus vraiment de culture commune, avec des émissions qui rejoignent autant les jeunes que les vieux, je tiens à le préciser, parce que ce qu'on voit en ce moment, c'est que la télé se concentre plus avec un auditoire plus âgé, et les jeunes, ils s'en foutent complètement, ils vont juste sur Internet. Mais tu sais, c'est ça fait juste partie de tout ça, et je crois que on ne réglera pas le cas du Québec simplement avec des lois
avec des lois sur la protection du français, sur la protection de la culture. Justement, la culture, tous les financements aux cultures qu'on fait, là, est-ce que ça serait pas mieux justement de commencer à réinvestir plus pour des petits créateurs web, admettons. Je donne juste l'exemple de même. Pas nécessairement que je presse pour ma paroisse, là, mais le fait est que de financer, admettons, des youtubeurs québécois à la place de financer à coups de millions des plateaux TV qui coûtent une fortune à faire rouler. Déjà là, on s'assurerait d'un contenu francophone pour les plus jeunes qui irait dans le sens de ce qu'est l'avenir. L'avenir est sur le web, là. L'avenir n'est plus sur les plateaux TV. Là. Donc, c'est bien beau. Bon, c'est ça. Tout ça pour dire que c'est bien beau là, de célébrer que TVA soit en train de tomber, mais il faut trouver une alternative pour la culture québécoise. Parce que si tous nos plateaux TV sont en train de disparaître, il faut trouver une alternative. Donc, j'irai pas plus loin là-dedans là, parce que je sais que c'est un peu épineux. Certaines personnes n'aiment pas qu'on critique le Québec ou qu'on dise que sa culture est déclinante. D'un autre côté, c'est les mêmes personnes qui vont dire oui, mais le français décline, il faut faire quelque chose. Tout le temps un petit côté paradoxal là-dedans. Mais dans tous les cas, il y a beaucoup de commentateurs qui croient qu'il y a un problème avec la culture au Québec et qu'elle n'est pas apte à vraiment compétitionner en ce moment. Et c'est ça, quand on voit TVA, c'est triste tout de même, c'est triste. Je veux dire, on peut détester les journalistes de TVA, mais en tant que concept, le fait de perdre disons des journalistes d'un point de vue local, d'un même national, c'est toujours triste. Donc, au-delà des célébrations, il faut trouver une manière de revitaliser la culture québécoise. Et sur ce, je pense que ça va être tout pour moi parce que je me suis déjà assez étendu par rapport à l'Ukraine. J'espère que vous allez passer une merveilleuse semaine. À la prochaine.